Bonjour mes amis, bienvenue dans le magnifique jardin de Chama Rinpoché. En France, la levée des interdictions de circulation commence à se faire et progressivement nous allons tous retourner à notre vie habituelle, le travail pour les uns, les enfants peut-être à l'école, etc. Bien sûr, il y a des modalités différentes, je suis conscient de cela, mais en quelque sorte, on commence à entrer dans l'après. Il y avait avant cette crise, c'est-à-dire avant le moment du confinement, et puis il y a le moment du confinement, et puis il y aura l'après ce moment de confinement. Et je voulais parler de cela parce que ça me semble aussi un moment important. Autant l'entrée, l'établissement dans le cœur et la sortie sont d'une importance différente mais aussi grande. Donc ça coïncide avec le numéro 10 de ces petites discussions, échanges que nous avons eus dans ce que j'ai appelé le journal du Covid. Je pense que ce sera une bonne façon de donner une conclusion, de fermer cette expérience. D'autres choses bien sûr arriveront dans le futur, je ne sais pas encore où et comment, mais en tout cas d'avoir une forme de conclusion, et en tout cas, si ce n'est pas juste pour ces petites vidéos, aussi pour notre vie personnelle. Dans les pratiques que l'on fait, il y a généralement trois phases. Il y a une phase dite d'introduction, il y a le corps de la pratique, et puis il y a la conclusion. Et donc cette phase d'introduction, elle est vraiment importante parce qu'elle jette les bases, elle crée les fondations. Et lorsque les fondations sont solides, le corps de la pratique pourra vraiment s'installer, prendre place, la réalisation pourra s'épanouir et alors elle pourra influencer ce qui vient après, l'action, le comportement, l'engagement. Donc tout d'abord la première partie qui est l'introduction. D'une façon classique, l'introduction se fait dans un rituel au travers de la prise de refuge dans les trois joyaux, du développement de l'esprit de l'éveil, et du rassemblement des deux provisions, la force motrice du mérite et ce qui éclaire la vision de sagesse ou le discernement. Pour pouvoir prendre refuge, il faut comprendre là où nous nous trouvons. Et donc il y a une réflexion préliminaire au travers des quatre pensées communes qui tournent l'esprit vers le Dharma. Une fois qu'on a compris vraiment la nécessité de s'engager sur la voie vers l'éveil, eh bien, on va cultiver l'envie ou le désir profond, l'aspiration profonde, que cela puisse profiter à l'ensemble des êtres. Et donc, on va développer l'esprit d'éveil. On comprend l'importance de ces trois piliers, le Bouddha, le Dharma et la Sangha. On comprend là aussi que nous sommes tous liés et que donc c'est un élan collectif que l'on va mettre en place au travers donc du développement de l'esprit d'éveil. Et cet esprit d'éveil va en quelque sorte, d'une façon générale, va se traduire par l'exercice des 6 qualités transcendantes ou 6 paramitas. Mais dans le cas d'une pratique, ce sera fait au travers, par exemple, de la prière en 7 branches. Une fois qu'on a préparé le terrain, c'est-à-dire que notre esprit est disponible, il est ouvert, s'est mis en disposition d'éveil, eh bien on peut arriver au cœur de la pratique. Et ce cœur de la pratique, si c'est une approche tantrique, va se faire au travers de ce qu'on appelle la phase de développement et qui sera continuée et poursuivie par la phase dite de parachèvement. Depuis l'espace ouvert de l'esprit s'élève le son primordial duquel apparaît la forme de Chenrezig par exemple. Et puis il y a toutes les fonctions liées aux qualités d'éveil que représente Chenrezig. Il y a une transformation, un ajustement de notre corps, parole, esprit qui va se mettre en harmonie avec l'intention, la communication et la présence, la physicalité en quelque sorte presque de Chenrezig. Donc il y a une sorte de, comment dire, d'accord, comme on accorde une guitare, de notre corps, parole, esprit avec les trois aspects éveillés du corps, parole, esprit de Chenrezig. Donc ça c'est la phase dite de développement, de génération. Et cela nous conduit, au terme de la récitation du mantra, à un moment de transcendance, à un moment de silence où la présence invoquée de Chenrezig, le son du mantra, les intentions, tout cela se dissout profondément. L'apparence, en quelque sorte, cède le pas à l'essence. Et l'on s'installe dans cette essence.
c'est là où effectivement l'esprit peut se reconnaître. Au travers de la phase de génération, il y a la phase de développement, il y a une transformation, il y a un ajustement, une mise en harmonie que l'on découvre, avec bien sûr tout ce qu'il va y avoir à laisser de côté, à abandonner, à transformer, à métamorphoser. Le mantra est l'expression de la bienveillance qui motive notre transformation. Elle va aller, cette bienveillance va rayonner vers l'ensemble des êtres pour les soulager de leur souffrance, les aider à se libérer. Et lorsque tout cela est fait, il y a une résorption en quelque sorte. Mais plutôt qu'une résorption, on pourrait dire mettre l'accent sur l'essence, alors qu'avant, dans la phase dite de développement, on mettait l'accent sur la manifestation. La manifestation et l'essence ne sont pas deux choses dissociées. Comme le rappelle le Sutra du cœur, la forme est vacuité, la vacuité est forme. Lorsqu'on est dans cette phase dite de parachèvement, c'est une sorte d'aboutissement de notre pratique et de notre transformation. Lorsqu'on a fait l'expérience de cette transformation, nous sortons de cette pratique, du cœur de la pratique, dans la phase de développement et la phase de parachèvement, transformés. Nous sommes une autre personne. Nos corps, paroles, esprits se sont reconnus dans leur dimension profonde et plus juste. Les habitudes, les ignorances, les schémas émotionnels ont été rencontrés, transformés, libérés. Et donc on peut s'embarquer sur la troisième phase de la pratique qui est l'après. Ce qui se passe après. Et c'est vraiment important de comprendre que l'après est aussi important que le cœur de la pratique. Parce que le cœur de la pratique doit nous conduire à une réalisation qui modifie radicalement notre perception du monde, des êtres et de nous-mêmes, et nous conduit à une maturité et une libération. Donc la réflexion à laquelle je vous invite, c'est de voir au cours de ces semaines, nous avons été en confinement, qu'est-ce qui a été rencontré. Nous avons tous été conduits au point de quasi-rupture, avec des pressions diverses, très personnelles, qui appartiennent aux uns et aux autres, et nous avons dû faire face à cela. Est-ce que nous avons eu les outils pour faire face à ça et en quelque sorte recycler ce tsunami émotionnel, ou est-ce que nous ne les avons pas eus? Est-ce que nous avons été capables d'utiliser les outils que nous connaissions intellectuellement pour qu'ils deviennent non plus simplement une connaissance intellectuelle, mais une source de réalisation? Donc ça, c'est en quelque sorte faire le bilan, peut-être, de ces moments de retraite que l'on pourrait, de confinement, retraite, que l'on pourrait comparer au cœur de la pratique. Ce cœur de la pratique, bien sûr, s'est appuyé sur la première phase, la phase d'introduction, c'est-à-dire un solide sens du refuge, un désengagement des préoccupations terrestres et un profond sens de l'esprit d'éveil qui s'est ancré, qui est né en nous. Et aussi rassembler les deux éléments de sagesse et de force motrice au travers donc du mérite et de la sagesse qui nous permettent de faire cette transformation beaucoup plus aisément. Le cœur de la pratique s'appuie sur la phase d'introduction, mais le cœur de la pratique nous conduit à l'après. Donc la réflexion en ce moment, alors que nous commençons doucement à nous remettre en place et peut-être revenir à ce qui était la normalité antérieure, de bien prendre conscience de ce qui a été rencontré, de ce qui a été transformé, de la présence ou de la carence des outils. Si l'on note une carence, eh bien, on comprend qu'il va falloir acquérir ces outils.
S'il y avait la présence de ces outils, mais une carence dans la motivation à les utiliser, il va falloir cultiver cette motivation. Donc on a un chantier qui s'ouvre là, qui est une sorte de, comment dire, de continuation. On continue dans le flot de ce qu'on a commencé à développer. Donc l'après s'aborde de deux façons. En termes de l'entraînement de l'esprit, il y aura une sorte de simultanéité de la sagesse et de la bienveillance qui vont commencer à s'inscrire dans notre quotidien au travers de nos actions physiques, verbales et de nos intentions. Alors, dans l'entraînement de l'esprit, il y a un slogan qui nous dit, dans l'après, dans le post-méditation, considérez-vous comme un enfant de l'illusion. Qu'est-ce que ça veut dire, un enfant de l'illusion? Ça veut dire que ce que l'on a cultivé dans la pratique de l'entraînement de l'esprit, la première invitation qui était regarder tous les phénomènes comme étant semblables à l'expérience du rêve. Est-ce que cette vision est stable en nous? Pas en termes de réalisation, simplement en termes d'intention. Est-ce que de temps à autre, alors que tout devient très prenant, très fort, je peux faire un pas de côté ou un pas en arrière et regarder tout ça et de voir que je pourrais tout à fait être en train de rêver en ce moment. Que tout cela apparaît très clairement, que tous ces phénomènes sont perçus, mais qu'ils sont avant tout perçus par la conscience et ses habitudes. Est-ce que cette vision des choses, qui libère l'esprit de la saisie matérialiste et de la réalité des choses, a commencé, ne serait-ce qu'en termes d'intention ou de compréhension intellectuelle, à s'installer dans notre esprit. Donc là, on aura un chantier. Continuer cette exploration que l'on a commencé sur le coussin en méditant, en regardant les pensées, les perceptions sensorielles, tout ce qui s'élève, en regardant ce qui perçoit l'esprit et ce qui est perçu, la manifestation. Tout ce travail que l'on a fait au travers du calme mental et puis progressivement de la vision pénétrante doit nous conduire à une transformation. Et cette transformation ne peut se vérifier que dans l'action. Donc la méditation conduit à l'action. L'action, une autre façon de le traduire, le mot tibétain, Chopa, c'est comportement, attitude, mode d'être. Est-ce qu'il y a eu vraiment une transformation, une modification? Premièrement, dans cet aspect, on va dire, essentiel, dans cet aspect de sagesse, tous les phénomènes, tout ce que je perçois, et finalement dans sa structure, dans sa méthode de production, est semblable à l'expérience du rêve. C'est être un enfant de l'illusion que d'agir dans cette conscience. On est un enfant dans le sens que notre action, notre être, notre mode de manifestation naît de cette conscience, de la nature onirique ou semblable à l'expérience onirique de notre expérience quotidienne. Est-ce que l'on est moins sensible aux 8 dharmas mondains, le gain, la perte, l'éloge, la critique, etc., etc., le plaisant et le déplaisant? Ou est-ce que tout cela provoque, tous ces contacts provoquent des réactions épidermiques et émotionnelles? Auquel cas, la transformation n'est pas complète. Et donc, il faut continuer à y travailler, tout simplement. Le deuxième aspect, c'est l'aspect de bienveillance. Et donc, parce que l'esprit se libère de la saisie de la réalité de ce qui est expérimenté, il y a, loin de créer une sorte de nihilisme qui fait que plus rien n'a d'importance, tout est égal, dans le sens que rien n'existe, donc on devient en quelque sorte un aquaboniste. À quoi bon? Pourquoi faire? Loin d'aller dans cet extrême, la prise de conscience de la nature illusoire de la manifestation
va nous donner un degré de profondeur supérieur à notre compassion. Parce que voir les êtres souffrir nous touche au cœur, mais voir que cette souffrance profondément n'existe que dans leur esprit confus, qu'elle n'a vraiment pas de fondement, ça rend cette douleur encore plus insoutenable. Il n'y a pas vraiment d'ennemi extérieur à combattre, c'est un ennemi intérieur, c'est l'ennemi de l'ignorance et des afflictions mentales, l'ennemi donc du karma et des habitudes qui vont naître de tout cela. Et donc on va s'engager dans notre vie quotidienne, dans l'exercice des 6 qualités transcendantes. L'aspect de sagesse, bien évidemment, sera la 6e paramita, la paramita de prajna ou de discernement, sagesse. Et puis les autres qualités vont naturellement nourrir, porter, inspirer notre action, la générosité, l'éthique, la patience, une forme de stabilité mentale, une sorte de solidité dans notre esprit. Et puis la 4e des paramitas, qui est l'effort enthousiaste, la persévérance, va s'appliquer simultanément aux deux, tant du côté de la sagesse que du côté des 4 autres qualités. Et donc, de jour en jour, notre pratique et notre vie quotidienne vont se rapprocher pour ne faire plus qu'un seul flot. Et là, des signes de progrès vont pouvoir être remarqués. Alors les signes de progrès, c'est que notre esprit est beaucoup plus stable, qu'il est moins emporté par les excès d'excitation et de dépression, que même si parfois il perd un petit peu le fil et qu'il est un peu distrait, très rapidement il reprend le contact. Que le témoin intérieur devient de plus en plus fiable et que donc on a moins besoin de quémander à l'extérieur une confirmation de ce qui serait bien que je fasse. Il y a une sorte de sagesse personnelle, intérieure, qui commence à illuminer notre chemin de plus en plus. Donc ces qualités vont être perçues, et puis bien sûr, en termes de bienfaits personnels, une plus grande acuité, une plus grande précision, une plus grande liberté, et donc beaucoup moins de souffrance, en fait, quand bien même les situations restent difficiles. Donc ça, c'est l'après. Et donc, je vous invite, avant que, puisque ça se fait progressivement, vous ne repreniez le cours de votre vie, à faire le bilan, le point de ces quelques semaines. Qu'est-ce qui a été transformé? Qu'est-ce qui a été vu? Qu'est-ce qui demande à être travaillé d'un peu plus près? Avais-je les outils pour le faire ou pas? Les ai-je utilisés ou pas? Pas dans un esprit de punition ou de culpabilité, c'est vraiment un bilan objectif pour pouvoir repartir du bon pas. Et donc au terme du cœur de la pratique, on entre dans l'après, la post-méditation, on pourrait dire, et on entre dans ce chemin en accueillant et en embrassant avec discernement et bienveillance tous les éléments qui vont constituer notre vie quotidienne sans faire de choix entre ce que j'aime pas, ce que je repousse, etc. Toutes ces habitudes-là vont commencer à s'estomper. Et puis progressivement, donc, la méditation nourrissant l'action vérifiant ce qui a été découvert par la méditation, notre compréhension, puis notre expérience et finalement notre réalisation vont s'accroître. Voilà, je vous invite à faire ces quelques réflexions et avant d'embrasser la vie alors que la porte commence à s'entrouvrir. J'ai été heureux de vous accompagner pendant ces quelques semaines alors que nous étions tous en confinement, en retraite. Choisissez le terme qui vous convient le mieux. Et bien sûr, d'autres choses vont arriver, je ne sais pas encore. Pour moi, il y a évidemment aussi une transformation qui s'est opérée au travers de ces semaines sur la façon de communiquer. J'ai découvert cette façon par procuration, en quelque sorte, à travers de la caméra, d'être en contact avec vous. Donc d'autres choses vont germer, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Donc très certainement, on se retrouvera.
je ne sais pas quand ni comment, on se retrouvera quand et où le karma le permettra. Prenez soin de vous et continuez à regarder cet esprit merveilleux qui est le vôtre et laissez votre nature d'éveil prendre toute sa place. Au revoir.